à tous. Merci de prendre le temps de venir participer à ce webinaire que nous, on a voulu appeler webinaire flash autour de la thématique harcèlement sexuel, agissement sexiste au travail. Le webinaire est bloqué pour 1 heure de votre côté. Ça ne durera pas aussi longtemps. Il nous faudra à peu près 30-40 minutes un peu pour vous présenter le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat et on laissera bien sûr un temps de questions à la fin du webinaire. Sachant qu'on a essayé de rendre ce webinaire quand même interactif, donc vous verrez, on vous fera participer dans le chat. On vous posera quelques questions autour donc de cette thématique qui commence à prendre tout de même de plus en plus d'ampleur dans le monde du travail. Ça a débuté dans la vie sociale par le mouvement un petit peu MeToo, voilà, dont les journaux ont beaucoup parlé. Et c'est vrai que maintenant, on en parle de plus en plus au niveau du travail. On a vous verrez, où il y a certaines obligations, notamment d'avoir des référents en entreprise autour de cette thématique-là. Et c'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir vous proposer un petit webinaire flash. On va aborder les différentes thématiques pour pouvoir en parler et vraiment tout aborder. Je pense qu'il nous faudrait plus de 2 jours, honnêtement. Donc là, l'objectif, c'est vraiment vous donner des définitions, essayer de remettre un petit peu de cadre, que vous puissiez sortir de ce webinaire en sachant ce qu'est du harcèlement sexuel, ce que sont les agissements sexistes et puis au niveau légal, voilà, quelles sont les peines encourues. Donc pour m'accompagner, je le remercie, donc pour co-animer ce webinaire, je suis accompagnée de Mathieu. Alors je suis désolée, ça s'est un petit peu décalé. Donc de Mathieu, qui est ergonome au sein de notre service de santé au travail. Moi-même, donc Marie-Laure Oliveira, je suis ergonome et psychologue du travail. Et Mathilde Toriellet, qui est au chat. Merci beaucoup Mathilde, et qui est également ergonome et psychologue du travail. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler donc effectivement du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Et on a voulu aborder cette thématique sur 4 points. Alors la première, ce sera Horizon Santé Travail. On va être rapide, c'est une slide, mais on va quand même prendre le temps de vous présenter un petit peu qui nous sommes. On va ensuite parler du cadre juridique, de quoi on parle quand on parle d'harcèlement sexuel et de quoi on parle quand on évoque les agissements sexistes. Ensuite, nous aborderons les effets sur la santé par rapport aux salariés, victimes, mais aussi par rapport à l'entreprise et le collectif de travail. Enfin, nous aborderons les moyens d'action. On verra que nous sommes tous acteurs, c'est-à-dire que l'employeur a des moyens d'action, la victime également, ainsi que les témoins qui peuvent voir également des agissements déplacés, sexistes ou du harcèlement sexuel. Donc tout le monde est acteur par rapport à cette problématique que l'on rencontre, vous verrez finalement, assez facilement. On verra qu'on peut très rapidement rentrer dans l'agissement sexiste. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, Horizon Santé Travail, rapidement, parce que c'est clairement pas le sujet du jour. Ce que l'on voulait vous dire, ce qui est important, c'est que souvent vous connaissez votre médecin du travail, également l'infirmier, également l'assistant médical, parce que c'est souvent le pôle médical, on le connaît plutôt bien. Vous le connaissez normalement plutôt bien. Ce qui est important de savoir, c'est que tout autour de cette équipe médicale, il y a une équipe pluridisciplinaire avec différentes professions. Vous avez par exemple des préventeurs. Dedans, on y met des ergonomes, donc ma fonction, des psychologues du travail, donc Marie-Laure, et d'autres, bien sûr. Des HSE, donc on a des techniciens et des ingénieurs hygiène, sécurité, environnement. À côté, on a aussi des assistantes des AST, donc des assistantes santé-travail, qui sont là aussi pour vous accompagner dans la réalisation de la fiche entreprise. Fiche entreprise, si vous ne savez pas ce que c'est, ou si vous ne pensez pas en avoir une, il faudra penser à prendre contact avec votre service, avec votre médecin, ou plutôt avec l'assistant, pour qu'on puisse venir la faire. C'est un document qui est obligatoire et qui est de notre responsabilité. Donc, si vous n'avez pas, n'hésitez pas à vous manifester. On sera là pour répondre à votre demande. Il y a d'autres fonctions, il y a des assistantes sociales, il y a une psychologue clinicienne, il y a un service PDP, etc. Enfin, il y a vraiment tout. PDP, c'est prévention de la désinsertion professionnelle. Ça veut dire que s'il y a des situations complexes pour maintenir une personne à son emploi, nous pouvons intervenir pour trouver des solutions, soit sur le poste, soit dans l'entreprise, et sinon, éventuellement, à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu l'intérêt, c'est toute cette pluridisciplinarité qui permet de proposer ces offres-là.
Et un point sur lequel on veut insister, c'est que, alors je ne sais pas qui est présent aujourd'hui, si on a des employeurs ou des salariés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes salarié, vous pouvez faire vous-même une demande de visite médicale auprès de votre médecin du travail. Ça, c'est une chose que vous avez à votre disposition, qui ne sera sans surplus financier, parce que c'est compris dans les cotisations de l'entreprise. Et en plus, si vous faites cette demande-là et que ça se passe en dehors de vos horaires de travail, vous ne serez pas obligé d'en informer votre employeur. Donc, sachez que c'est quelque chose qui est disponible pour vous et potentiellement anonyme, parce que votre employeur n'est pas nécessairement au courant si vous le faites en dehors de vos horaires de travail. Alors, je crois que je te laisse la parole, Marie-Laure. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet avec des définitions et également parler du cadre juridique, parce que c'est vraiment ça. Le cadre juridique, on va le voir, est légal et quand même très important quand on aborde ces différentes thématiques. C'est vrai, comme le disait Mathieu, on se rend compte, et en tout cas nous, quand on sensibilise nos adhérents, ils se rendent compte très rapidement que c'est vrai, dans les entreprises françaises en tout cas, le sexisme est tout de même assez présent. On va parler de sexisme même ordinaire. Mathieu vous en donnera les différentes définitions après. Mais ça reste de l'agissement sexiste. Donc c'est très important de pouvoir remettre du cadre, de savoir faire la différence et de rappeler que le lieu de travail, c'est un espace de vie, donc qui n'échappe pas aux inégalités, mais que ce sexisme, que ce soit les agissements sexistes ou le harcèlement sexuel, c'est prohibé, il y a un cadre légal et ce sont totalement des comportements illicites. Donc pour commencer à parler de ces sujets-là, on voulait vous poser un petit quiz pour savoir si vous savez également différencier les différents comportements, la séduction, les propos déplacés, le harcèlement sexuel. Alors vous verrez, les questions sont assez faciles. Nous, en travaillant sur ce webinaire, on est vraiment tombé sur des questions où même qui pouvaient porter débat, ça pouvait porter débat entre nous. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très important de pouvoir s'interroger sur ce sujet. Que vous puissiez aussi en parler dans vos entreprises et que ça devienne vraiment des sujets de discussion. Donc la première question qu'on vous propose, et vous pourrez répondre, oui facile quoique Mathieu, et vous pouvez répondre par A, B, C ou D dans le chat. Donc une collègue vous plaît, vous lui faites une fois du pied sous la table. Pour vous, ça serait de la drague. En B, c'est un comportement déplacé. C, c'est du harcèlement sexuel. Ou D, c'est une agression sexuelle. À vos claviers. Merci Mathieu. Ok. Donc là, on est en majorité de B, un C. Alors, vous verrez, tout se discute, parce que c'est bien ça la problématique de cette thématique-là quand on sensibilise, nous, chez nos adhérents, c'est oui, mais, oui, mais. Nous, on se réfère toujours au cadre légal. Voilà, il y a même des personnes, je vois, qui font des petites blagues dans le chat, mais il faut toujours se référer au cadre légal. Et le cadre légal, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il vous dit que le harcèlement sexuel, donc quelqu'un a répondu que c'était du harcèlement sexuel, ça va impliquer une répétition. Là, vous plaisez à une collègue, elle vous fait une fois du pied sous la table. Donc, il n'y a pas de caractère répétitif. Par contre, effectivement, faire du pied, il y a quand même une certaine connotation sexuelle, mais la personne en face peut très bien dire oups, je n'ai pas fait exprès. Donc, il va être difficile pour la personne qui a subi ce comportement de prouver que c'était pas par inadvertance, etc. Donc, en tout cas, légalement, au niveau du cadre légal, on va rentrer dans le comportement déplacé. Ce ne sont pas des choses à faire de toute façon au travail, mais on ne peut pas le caractériser en harcèlement sexuel ni en agression sexuelle. Ensuite, je vous pose à nouveau, pour ma part, une question. Vous affichez sur votre lieu de travail une photo, fond d'écran, à caractère sexuel ou pornographique. Pour vous, est-ce que ça peut être considéré comme de la drague? Est-ce que ça peut être considéré comme un comportement déplacé comme tout à l'heure? Est-ce que c'est plutôt du harcèlement sexuel ou est-ce que ce serait une agression sexuelle, d'après vous? Je vous laisse répondre. Je vois qu'il y a plein de réponses différentes, comme quoi c'est quelques intéressant. réponses différentes. Alors, j'ai vu du D, j'ai vu du B, j'ai vu Du du C aussi, C, je crois. j'ai vu un petit peu tout. On est dans du pornographique.
Et même, je dirais, Et bon, même peu l'érotique, je ne importe, rentre pas voilà, là c'est dedans. ça, à un moment Que ce soit donné, érotique ou pornographique, d'ailleurs, on l'a mis volontairement pornographique, mais que ce soit finalement érotique ou pornographique, je vais vous donner la réponse, je vois si plus personne n'écrit, mais la réponse serait identique. J'ai perdu ma souris, la voilà. Ce sera considéré comme du harcèlement sexuel. Effectivement, l'affichage d'images à caractère sexuel ou pornographique dans l'espace de travail constitue du harcèlement sexuel d'ambiance. Je vais être dans les clichés, mais on voit souvent dans les garagistes, chez les garagistes, des garages, etc., dans les métiers un peu masculins malgré tout, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ce type d'activité-là. On voit parfois dans les garages des photos de femmes un peu dénudées, ça peut même être érotique, hein, mais il faut bien imaginer que si une personne féminine passe là, bah, elle peut être mal à l'aise de voir ces photos-là. Donc ça peut donc c'est considéré comme du harcèlement sexuel. Il n'y a pas le droit, que ce soit un homme dénudé ou une femme dénudée, il n'y a pas le droit d'afficher des photos à caractère sexuel dans son environnement de travail. Donc, ce serait bien la réponse, c'est du harcèlement sexuel. Et ça, pour répondre à Olivier, que ce soit une photo érotique ou une photo pornographique. Alors juste Mathieu, si je peux ajouter, on est quand même dans la répétition. Ça veut dire si une collègue femme passe tous les jours devant ce calendrier, on est effectivement dans du harcèlement sexuel d'ambiance. Si c'est une cliente qui vient une fois déposer sa voiture, qui voit le calendrier, qui repart et qui ne revient plus jamais, on ne peut pas caractériser ça de harcèlement sexuel. Alors vous verrez, on va vous définir l'agression sexuelle, vous allez comprendre. Clairement, on pourrait parler d'agression sexuelle visuelle, on va dire. Mais vous verrez au niveau du cadre légal, encore une fois, on se réfère toujours au cadre légal. On n'est pas dans l'agression sexuelle, on va être dans le harcèlement sexuel. Excuse-moi, je voulais juste apporter cette précision. Très bien. Vous touchez volontairement les fesses d'un homme ou d'une femme. Pour vous, c'est de la drague, c'est un comportement déplacé, c'est du harcèlement sexuel, c'est une agression sexuelle. On voit que tout le monde est d'accord. Mais est-ce que c'est la bonne réponse? B, D ou C? B, D, C. En tout cas, tout le monde C, D. Et justement, on va vous donner la définition après et je pense que vous allez mieux comprendre quelle est la différence entre les deux. Je vais passer à la réponse. C'est une agression sexuelle. Le code pénal, toujours encore une fois, on se réfère au code du travail, au code pénal. L'agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une ou plusieurs de ces 5 zones du corps. Les seins, les cuisses, la bouche, les fesses et le sexe. Tout ça égale agression sexuelle. Donc on comprend bien que le calendrier posé dans un garage, accroché sur un mur dans un garage, on n'est pas dans de l'agression sexuelle puisqu'il faut encore une fois qu'il y ait attouchement au niveau de ces 5 zones. Donc une main aux fesses qui est non consentie, c'est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement, on va vous le rappeler après, et de plusieurs milliers d'euros d'amende. Donc vous voyez bien la différence entre agression sexuelle, harcèlement sexuel, où là il y a répétition, la personne voit à plusieurs reprises ce calendrier tous les jours. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. C'est comme je le disais au début, c'est un sujet tellement peut-être parfois rempli de subjectivité qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Et comme je vous le disais, même nous régulièrement, on s'en pose. Donc c'est un sujet qui porte débat et donc vraiment, vous n'hésitez pas à réagir ou à poser des questions ou à nous donner des exemples aussi. Parce que malheureusement, lorsqu'on fait ces sensibilisations, il y a toujours certaines personnes qui peuvent nous apporter des exemples personnels. À toi, Mathieu. Alors, appeler sa collègue la miss ou ma jolie ou son collègue mon chou, mon petit. C'est quelque chose qu'on voit plus souvent chez les femmes. D'ailleurs, on s'appelle souvent la miss ou ma jolie. Il y a Mais ça déjà des peut aussi réponses. arriver chez les hommes. Donc, évidemment, vous avez compris qu'il fallait répondre A, B ou C. Donc, je vous laisse répondre. Est-ce que c'est un agissement sexiste? Est-ce que c'est une marque d'affection? Est-ce que c'est de l'humour sans conséquence? Je vois qu'il y a des disparités de réponses. Il y a du B. Il y a quelqu'un dans le chat aussi qui a mis ou cocotte, ma cocotte. En fait, il y en a tellement, mais c'est peut-être du vécu d'ailleurs, si vous le faites ressortir. Alors, quand on regarde, et après je te laisserai apporter la réponse, on voit qu'il y a du B quand même qui ressort, et pour rien vous cacher, c'est une des questions qui porte le plus débat au sein des entreprises. Mais encore une fois,
Essayez de répondre en se référant au cadre légal. J'ai pas vu de A, mais effectivement, j'ai vu du C et Et du du B. B. Je vois encore que quelqu'un écrit, donc je vais juste laisser le temps à la personne d'écrire la réponse et ensuite je vous donnerai cette réponse. Voilà. Oui, il n'y a pas de. Voilà, ça dépend du rapport qu'on a avec le collègue qui nous appelle ainsi. C'est vrai, mais on va encore une fois se référer à tout ce qui est aspect code du travail et code pénal. Mais la réponse, c'est c'est-à-dire que appeler quelqu'un mon chou, mon petit, ou ma jolie, la miss ou cocotte, comme j'ai vu dans le chat, eh bien, c'est ce qu'on appelle une interpellation familière, qui est considérée comme un agissement sexiste et c'est prohibé par la loi et ça peut se transformer par une sanction disciplinaire dans la sphère professionnelle. Et j'y reviendrai après. Mais c'est vrai que ça peut amener à une sanction disciplinaire par rapport à son travail. Donc c'est un agissement sexiste. Vous n'avez pas finalement à le faire. Vous n'avez pas à dire ma miss, ma jolie ou mon chou, etc. C'est comme ça. Après, quelqu'un dit, et qu'en est-il quand c'est une personne du même sexe ou quand c'est un très bon collègue qu'on appelle ainsi? Bien sûr, hein, si vous connaissez très bien la personne, et encore la miss, enfin, encore une fois, légalement, on se dirait qu'on n'a pas appelé ses collègues comme ça. On est encore une fois dans le cadre du travail. Et l'agissement sexiste, c'est pas forcément quelqu'un d'un autre sexe, mais ça peut être aussi lié à l'orientation sexuelle. Ça peut être lié. Enfin, Mathieu va tout vous définir après. Mais encore une fois, légalement, c'est prohibé en fait par la loi. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et puis après tout, on peut pas savoir aussi, peut-être que j'en sais rien, une collègue, vous l'appelez ma jolie, et tout va bien. Et encore une fois, si elle ne dit rien, c'est pas qu'elle consent à ce qu'on l'appelle comme ça. Souvent, la langue française dit qui ne dit mot consent, donc on vous dit de tout annuler, de tout barrer. Qui ne dit mot ne consent pas. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de le retenir, qui ne dit mot ne consent pas du tout. Et puis on peut pas savoir, peut-être que la personne aura vécu un trauma dans sa vie personnelle un week-end pour X ou Y raison, et tout d'un coup là, ma jolie ou la miss ou la petite ou tout ce que vous voulez, ou mon chou, mon petit, hein, pour un homme, bah ça va plus passer du tout. Donc c'est important, il y a un cadre de travail. Après, j'entends que ça se discute. Voilà, on entend tout à fait que ça se discute, mais ce qu'il faut que vous reteniez à la fin de ce webinaire, c'est vraiment le cadre légal, les différents agissements sexistes que Mathieu va vous présenter, juste après, et toujours se dire, bah, pour moi, c'est peut-être de l'humour, mais en fait, finalement, on ne sait pas en fait ce que peut ressentir la personne en face. Et si elle ne dit rien, ça la fait peut-être pas rigoler de l'intérieur. Donc voilà, c'est important de remettre du cadre. En fait, toute la difficulté, c'est que c'est presque banalisé ce type de comportement. Donc, ça peut très bien passer. Mais ce qui me paraît peut-être dans ces cas-là important, c'est de réagir. Si c'est quelque chose qui nous déplaît, c'est peut-être réagir et dire écoute, ça me déplaît que tu m'appelles comme ça pour remettre du calme parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas être présent sur le lieu de travail. Pour autant, chez nous, nos collègues le font de temps en temps aussi. Enfin, elles sont du même sexe, mais elles s'appellent souvent, je ne sais plus comment elles font, mais c'est ma chérie, c'est je sais pas quoi. Enfin, c'est des Mais termes ça assez passe féminins. encore, voilà, ça peut passer encore, mais c'est pour ça, en fait, on peut tellement dévier, dériver facilement, c'est compliqué, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un cadre vraiment à mettre. Après, on le sait, dans les 3 quarts du temps, les agissements sexistes, que vous parliez du même sexe, les agissements sexistes en entreprise, c'est souvent de sexe opposé ou alors d'orientation sexuelle différent. Je dirais 2 femmes hétérosexuelles qui s'appellent ma chérie. Je pense pas que ça rentre dans de l'agissement sexiste, mais il faut pas rentrer dans une culture où comme ça tout le monde commence à s'appeler ma chérie, ma petite, mon chou, et qu'il y ait des dérives après qui s'installent. Finalement, l'intérêt de cette sensibilisation que l'on vous propose aujourd'hui, de ce webinaire, c'est de la prise de conscience. C'est-à-dire que, bah, tiens, ah oui, ça peut être mal vécu par des personnes et ça peut être considéré comme un agissement sexiste ou même du harcèlement sexuel. Je pense que ça va être tout l'intérêt aujourd'hui de cette démarche, c'est de vous donner les premiers éléments d'information pour que vous puissiez avoir la bonne politique d'entreprise derrière. Je ne vais pas forcément vous lire ce qui est écrit ici, mais je vous laisse le lire éventuellement. Mais ce qui va être important maintenant, c'est qu'on va vraiment vous définir un petit peu tout ce qui entoure l'agissement sexiste et le harcèlement sexuel. Il y a le code du travail qui parle, il y a le code pénal qui parle également. Et donc là, c'est ce que l'on va regarder
on va s'intéresser vraiment à la loi. Quels sont les contours légaux par rapport à ces notions qui sont difficiles à appréhender. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va aborder la notion d'agissement sexiste. L'agissement sexiste, si je lis la définition, c'est un agissement qui est lié au sexe d'une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ça, c'est important. Et ce qu'il faut comprendre dans cette définition-là, c'est que quand on parle d'agissement sexiste, c'est quelque chose qui va être subi par la personne. C'est quelque chose qui ne va pas être volontaire. Enfin, c'est pas quelque chose que l'on souhaite, mais on va le subir. On va prendre une réflexion qui va nous offenser, qui va nous intimider, qui va pas être dans ce que l'on souhaite comme relation avec la personne en face. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un caractère donc qui est quelque chose qui est subi et qui est sur le principe du stéréotype et du caractère négatif. Forcément, on va dénigrer, on va avoir un comportement un peu hostile, etc., par rapport à une personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est le caractère subi, stéréotype avec un caractère négatif. Sachez également, et ça c'est assez récent, c'est depuis le 31 mars 2022, que une fois c'est un agissement sexiste, répété, ça va devenir du harcèlement sexuel. Donc attention à ça, parce que c'est le caractère répétitif qui va donc se transformer en harcèlement sexuel. Et vous verrez que finalement, les sanctions ne sont pas du tout les mêmes. Donc soyez vigilants par rapport à ça, ayez-les bien en tête. Maintenant, quand on parle de sexisme, alors on est vraiment sur le sexisme plutôt ordinaire, mais il y a 3 types de sexisme. Il y a le sexisme bienveillant, il y a le sexisme masqué, le sexisme hostile. Je vais vous donner des exemples pour chacun d'eux. Ça va être caricatural, bien évidemment, mais c'est pour que vous ayez en tête ce que l'on met derrière ça. Et puis finalement, vous verrez qu'on y arrive très vite à des notions de sexisme et des agissements sexistes. Alors le sexisme bienveillant, si on prend la définition, c'est quelque chose, ce sont des propos, des attitudes qui vont différencier favorablement en apparence les femmes en leur accordant certaines qualités positives, ou les hommes d'ailleurs. Ça peut être aussi vrai dans les deux sens. Alors, dans le sexisme bienveillant, qu'est-ce qu'on y met? On y met déjà tout ce qui est interpellation familiale. C'est ce qu'on a vu, mon petit, mon chou, ma chérie. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont être dans l'interpellation familière et ça va rentrer dans le sexisme bienveillant. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est compliment sur le physique. Mais il y a une manière de le dire. C'est-à-dire que quand vous dites franchement, ton pantalon il est vraiment sympa, tu l'as acheté où? On ne va pas le catégoriser comme de l'agissement sexiste. Par contre, ton pantalon, franchement, il te met bien en valeur, ça va être un petit peu différent. Ça va être un compliment, peut-être vis-à-vis de la part de la personne qui fait cette réflexion-là. Pour autant, ça peut être considéré comme du sexisme bienveillant. Enfin, il y a la notion de valorisation d'une personne, donc femme ou homme, par rapport à des compétences qu'on juge spécifiquement dédiées à une femme ou à un homme. C'est-à-dire qu'on va estimer que les femmes sont sensibles et qu'une DRH femme, ça va être bien parce qu'elle va avoir cette sensibilité-là que n'aurait peut-être pas un DRH homme et lui va être autoritaire, etc. Et pareil, on va se dire, tiens, les hommes, ils sont baraqués, donc ils sont autoritaires, c'est les patrons, entre guillemets. Vous voyez, c'est très stéréotypé. Et là, on est dans le sexisme bienveillant. Ensuite, il y a le sexisme masqué. Si on reprend ce qui est écrit ici, c'est que les auteurs affichent publiquement une opinion favorable à l'égalité des sexes, alors que dans les actes, leur conduite peut aller à l'encontre totale de cet idéal, sous-valorisation, etc. Dedans, on y intègre les blagues sexistes. Oh bah ça, c'est bien une blonde. Ou arrête, t'es un mec, tu peux pas penser à deux choses en même temps, concentre-toi sur ta tâche. Vous voyez, on va être vraiment sur des blagues sexistes. On va aussi attribuer des tâches en fonction du sexe. Marion, s'il te plaît, va me faire un café. Ou Jérôme, s'il te plaît, tu vas me déplacer cette armoire-là. Vous voyez, on va vraiment attribuer des choses, des missions par rapport à un sexe, un genre. Donc ça va être également du sexisme masqué. Enfin, il y a le sexisme hostile, où là, c'est une opinion négative et défavorable à l'égard des femmes ou des hommes qui est exprimée. Là, il y a un petit peu tout. On va rentrer dans tout ce qui est irrespect, mépris, injure. Ça se traduit comment? C'est que vous coupez systématiquement la parole à des femmes. Ou vous n'écoutez même pas la personne. Vous préférez faire autre chose. Vous préférez regarder votre téléphone.
Ça, c'est de l'irrespect et ça peut être considéré comme un agissement sexiste si c'est orienté spécifiquement envers les femmes ou inversement envers les hommes. On va dévaloriser une personne par rapport à son sexe. Cette fille-là, ce poste-là, c'est impossible, elle tiendra jamais le coup. Impossible. Ou lui, là, la partie technique, c'est nul. Enfin, c'est pas son domaine. Ou même infériorisant. Vous voyez, enfin, on va dire, lui, au moins, il en a dans le pantalon. Alors que la femme, elle peut avoir tout autant de compétences et être tout aussi efficace, mais voilà, on va juger par rapport au sexe de l'homme qui est, voilà, soi-disant fort. Donc, vous voyez, c'est le côté infériorisation qui peut être pris en compte. Enfin, il y a les remarques culpabilisantes. Et ça, clairement, on le rencontre fréquemment. Marie-Laure a des exemples par rapport à ça tout fait. Et c'est du vécu par rapport aux entreprises que l'on peut rencontrer. Mais c'est que, encore une fois, c'est un cliché, c'est un stéréotype, mais une femme qui part à 17h pour aller récupérer ses enfants, on va lui dire, bah tiens, dis-donc, t'as pris ton après-midi. Bah non, écoute, j'ai des impératifs personnels et qui font que je dois partir. Mais c'est vrai que ça peut être culpabilisant de se dire, bah ouais, je pars à 17h. Sauf que la personne qui part à 17h, elle a peut-être pris à 8h le matin, alors que l'autre personne est arrivée à 9h30 tranquille et qu'elle va repartir à 18h. Vous voyez, donc c'est un peu cela qu'il faut avoir en tête. Maintenant, et je finirai par ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par rapport à l'agissement sexiste, il n'y a pas de sanction pénale en tant que telle. Ou alors, il faut que ce soit du flagrant, quoi. Du flagrant délit, c'est une injure publique par rapport à l'agissement sexiste. Mais il n'y a pas de sanction pénale à proprement parler. Par contre, il peut y avoir des sanctions disciplinaires dans le cadre du travail. Et là, c'est à l'employeur de définir si le caractère est inacceptable et derrière définir des sanctions qui sont appropriées. Car, et on le verra après, l'employeur se doit d'assurer la santé, la sécurité, etc. Et se doit de mettre en place des mesures pour lutter contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. On va passer, à moins que tu aies d'autres choses à dire, mais sinon on va passer sur le harcèlement sexuel, Marie-Laure. Non, il y a quelqu'un qui met dans le chat, on demande donc à Marion de déplacer l'armoire. Je suis assez d'accord. Voilà, Marion va aller déplacer l'armoire. Mais je pense que Marion peut être bien plus musclée que moi et bien plus à l'aise. Et je vous conseille de me demander de faire un café plutôt que de déplacer une armoire. Donc effectivement, merci beaucoup Mathieu. Merci Mathilde de répondre dans le chat. Effectivement, pour les personnes qui voient ce webinaire en replay, on a beaucoup de réactions dans le chat, donc c'est génial. Il y a la question, est-ce que je tiens la porte à une femme? On est dans le sexisme. La réponse qu'on a apportée, si vous faites la même chose à un homme, non. Enfin, on est juste, voilà, on est poli, on tient la porte. Si on balancerait la porte dans la figure de l'homme, mais par contre à la femme, allez-y, passez, eh bien oui. Voilà, donc ça peut poser question. La galanterie, mais mesdames, avons-nous besoin de galanterie? On peut tenir une porte aussi, toute seule. Oui, Voilà. et puis Non, mais après, on peut aussi maintenir la porte ouverte à un homme. C'est clairement. exactement. Après, si on fait la même chose à un homme, on n'est pas du tout dans le sexisme. Le sexisme, ça va être vraiment lié. Est-ce que je ferais la même chose à une personne du même sexe que moi, avec la même orientation sexuelle, etc. Si la réponse est non, on voit bien qu'on a un agissement différent en fonction du sexe ou de l'orientation sexuelle. On est donc dans le sexisme. Voilà, si on peut un petit peu résumer ce qui a été dit. Au niveau du harcèlement sexuel, là par contre, il y a un vrai cadre légal avec le code du travail et le code pénal. Donc au niveau du code du travail, il y a 2 types de harcèlement. Donc il y a le harcèlement sexuel qui est constitué de propos, comportements à connotation sexuelle ou sexiste, agissement sexiste répétés, donc qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant, humiliant, etc. Je vous laisse lire la définition. Au niveau du harcèlement, Mathilde l'a mis dans le chat, ça peut être une personne, répétition envers une autre personne, ou ça peut être un groupe de personnes. Donc par exemple, on a un groupe de 5 et chacun, notre tour, on va aller harceler sexuellement une autre personne, tout en ayant conscience qu'il y a un caractère répétitif parce qu'on est plusieurs. Eh bien, même moi, si je le fais une seule fois, je peux être, voilà, je peux être qualifiée en tant que harceleuse. Même si moi, je l'ai fait qu'une fois, parce que je sais que je fais partie d'un groupe de personnes qui a exercé plusieurs fois le harcèlement sexuel. Et puis, on en a un autre, on parle plutôt de harcèlement sexuel assimilé, où là,
heureusement, il n'y a pas besoin de répétition. Donc là, il y a un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Exemple, promotion canapé. Donc acte sexuel, tu t'inquiètes pas, tu auras une promotion, etc. Donc là, on n'a pas besoin de répétition, heureusement. Au niveau du code pénal, ça peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, et peut être porté à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, selon certaines conditions. Après, il y a pas mal de conditions, donc je vous invite à aller voir les différents articles. Ce qu'il faut retenir, code du travail, code pénal, hein. On n'est plus dans, voilà, il y aura une petite sanction, etc. Au niveau de l'agression sexuelle, donc lors du quiz, on vous a déjà donné un petit peu la définition. Qu'est-ce qui était caractérisé comme une agression sexuelle? Donc c'est une atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Qu'est-ce qui caractérise une agression sexuelle? C'est les 5 parties intimes. Donc il y a la bouche, le sexe, les fesses, l'intérieur des cuisses, la poitrine. Ce n'est pas pour autant que vous pouvez aller mettre votre main sur l'épaule d'un ou d'une collègue. Voilà, il y a quand même une zone d'intimité. Mais bon, malheureusement, ça ne sera pas qualifié en agression sexuelle. Peine encourue, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, pouvant être portée jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes, comme lorsqu'il y a un mineur de moins de 15 ans. Enfin, il y a tout un tas d'autres conditions également. Je crois que les personnes aussi qui sont handicapées, etc. Au niveau du viol, ça peut être constitutif d'un viol lorsqu'il y a pénétration. Donc voilà, au niveau de la loi, agissement sexiste, harcèlement sexuel, agression sexuelle. Ce qu'il faut un peu savoir, là on ne vous l'a pas mis, mais essayez de réfléchir un peu en termes de pyramide, en disant l'agissement sexiste c'est la base. C'est ce qu'on va rencontrer d'ailleurs le plus finalement en entreprise et qui est le plus souvent ordinaire. Mais à un moment donné, si vous, en tant qu'employeur ou en tant qu'entreprise ou en tant que CSE, tout dépend après du rôle que vous jouez, enfin tout le monde va jouer de toute façon un rôle au sein de l'entreprise. Si on laisse faire, c'est un peu l'escalade. Au-dessus, il y aura l'harcèlement sexuel. Au-dessus, il y aura l'agression. Au-dessus, il y aura encore le viol. Donc c'est très important en fait de stopper et même de stopper, je dirais, même si on peut en débattre, de stopper tout débat quand même. Il y a un cadre légal et s'y référer. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le cadre légal. Parce qu'on va le voir, finalement, si on ne s'en préoccupe pas de tout ça, il y aura forcément un impact sur votre santé, sur la santé des salariés, sur les victimes et par conséquent sur celle de l'entreprise. Et là, on va vous proposer un petit film qui dure 3 minutes. Vous verrez, c'est des témoignages, un peu des voix off qui est très intéressant et justement qui va montrer un peu tout, qui va encore vous donner des exemples et qui va vous expliquer un peu les impacts sur la santé. Quand je suis arrivée dans le service, on travaillait beaucoup. J'étais très motivée. C'était mon boss. C'était mon premier emploi. Ça a commencé dès l'entretien de recrutement, mais à l'époque, j'avais pas compris. Lui, c'était le chef du bureau, mais on était tous très proches en âge. C'était surtout des compliments. Du genre, pourquoi êtes-vous célibataire, Jeanne? Il était très tactile avec moi. Vous devez impressionner les hommes, Jeanne. Ça me mettait un peu mal à l'aise, mais j'osais pas forcément en parler. Ça a commencé avec des blagues homophobes et racistes. C'était contre moi. Il me donnait de plus en plus de travail et du coup, je terminais très tard. Il y avait souvent des boucles de mails qui circulaient, des images pornographiques. Il rentrait avec moi, il me proposait souvent d'aller dîner. Et en open space, on voit ce que les voisins reçoivent. Ça les faisait rire. Il y avait des rumeurs qui disaient que j'avais couché pour avoir mon poste. Je ne disais rien. Et mon boss faisait tout pour alimenter ces rumeurs. J'essayais de les ignorer. Cette jupe met particulièrement en valeur votre volupté, Jeanne, vous le savez. Je n'ai parlé à personne. Il a commencé à faire des remarques dénigrantes sur mon petit ami de l'époque. Et puis il y a eu les textos déplacés pendant les réunions. J'allais au travail, la boule au ventre. J'avais honte. Nous, on pensait seulement qu'il avait un faible pour elle. D'ailleurs, on trouvait ça injuste qu'il lui donne toujours les dossiers les plus intéressants, mais bon, on a fini par croire qu'ils sortaient ensemble. Au moment de renouveler mon poste, il m'a proposé d'en discuter autour d'un verre. Avec les collègues, on a pris ça pour une... Un jour, il m'a convoqué dans son J'ai bureau. refusé. Il était debout au milieu de la pièce, il m'a lancé un regard. Il m'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai précipité sur moi, il m'a plaqué contre le mur, il a mis une main sur mon sein, crié, mais quand son est sorti, j'étais On est resté un peu tétanisé. après qu'elle soit partie. Alors, au bout d'1 an et demi d'insomnie,
Et avec une dizaine de kilos en moins, j'ai fini par démissionner. J'ai rien vu, rien compris. J'ai pas pu toucher le chômage. Je sais qu'il a enchaîné pas mal de petits boulots, des CDD sans intérêt. J'ai perdu mon appart. Mais bon, vu le niveau du mec, il était quand même major de promo. Je suis retourné vivre chez mes parents. À la fin de ma mission qui n'a pas été renouvelée, je suis tombée en dépression. Mon couple n'a pas tenu. Quelques années plus tard, sa remplaçante a porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Je suis allée au prud'homme et j'ai gagné. Et là, j'ai compris ce qui lui est arrivé. Je lui ai dit que je serais prête à témoigner, s'il décidait de porter plainte. J'ai aussi porté plainte pour harcèlement et pour agression sexuelle. Ma candidature n'a pas été retenue. Heureusement, je suis accompagnée dans mes démarches judiciaires et puis il y a le soutien de mes amis, de ma famille, de certains de mes anciens collègues aussi. Aujourd'hui, je commence à peine à retrouver l'envie de travailler. Ça m'aide beaucoup dans ma reconstruction. Le harcèlement sexuel au travail est encore trop souvent banalisé. Il ne doit plus être tabou. Victime ou témoin, la loi nous protège si nous parlons. Voilà, on revient un petit peu suite à cette vidéo qui est quand même assez poignante. Elle est intéressante et on a décidé de la diffuser parce qu'elle montre surtout, et ce qui est intéressant, c'est quels sont les impacts en fait. Une blague, quelque chose qu'on peut considérer comme drôle, faire une blague sur un collègue, répétitif, par rapport à son orientation sexuelle par exemple. Cette vidéo, elle va montrer quelles conséquences ça peut avoir sur cette personne-là et c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas banaliser, c'est très important. Sous couvert, on peut plus blaguer au travail, etc. Donc on l'a vu, la vidéo. On l'a vu dans la vidéo, tout ce qui est agissement sexiste, harcèlement sexuel, les personnes peuvent développer finalement des symptômes de stress, troubles du sommeil, nervosité, addiction, hypertension, troubles musculo-squelettiques, perte, prise de poids. Forcément, à un moment donné, il y aura un désinvestissement de la personne. On le voit à quel point les personnes en souffrent. Donc la personne va pouvoir s'isoler et puis le collectif va pas comprendre. Et à un moment donné, dans la vidéo, ils disent oui, ils ont vraiment cru que je sortais avec lui, etc. Donc il y a un collectif qui se met même contre vous. Et puis on n'est plus satisfait de son travail. Et à un moment donné, le corps ne tient plus, donc il y a des arrêts maladie, il y a des démissions et puis il y a vraiment des effets boule de neige. Une personne qui disait mon couple n'a pas tenu, j'ai mis des années à m'en remettre, j'ai dû démissionner, donc ne pas toucher le chômage, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment un impact. Et puis à un moment donné, on se dit un salarié qui va pas bien, il est en arrêt maladie, c'est pas très grave. Si, c'est grave parce qu'il y aura forcément un impact et la flèche vous le montre sur le collectif de travail. Un salarié qui va pas bien, c'est un collectif qui va mal parce qu'un salarié qui ne va pas bien, on a vu, il va s'arrêter, il va être moins investi, il va être démotivé, c'est logique, c'est normal. Eh bien, le collectif, il ne va pas tenir. On peut avoir une dégradation du climat de travail, un rejet de la victime, un désengagement, de la démotivation et d'autres violences qui s'installent. Et un collectif qui va mal, c'est une entreprise qui va mal. Ça coûte cher déjà les arrêts maladie, le turnover, l'image de marque, il y a une perte de productivité, il y a un risque économique. Voilà, tout ça pour vous montrer qu'à tous les niveaux, il faut absolument s'emparer de ces sujets-là, pouvoir en discuter et pouvoir poser un cadre pour qu'il y ait la base de la pyramide, qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas d'agissement sexiste et donc pas de harcèlement sexuel et encore moins d'agression et de viol. Voilà, que tout ça, ce ne soit pas dans le cadre de votre entreprise. Pour résumer, on se dit: «Oh, c'est rien, c'était juste une blague, oh, c'est arrivé une fois, oh, c'est bon, la photo, elle a qu'à pas la regarder, oui, il a qu'à pas la regarder», voilà, tout ça. Non, des micro-agissements, des micros-événements, il y aura un macro-impact, il y aura un impact forcément sur l'individu, sur le collectif de travail et sur l'entreprise. Il faut arrêter de banaliser ce genre de situation. Ça ne peut pas avoir lieu, mais que ce soit dans le travail ou en dehors en fait du travail. Voilà, c'est très important, c'est le mot d'ordre à retenir. Je regarde juste dans le chat. Je trouve que le silence valide la remarque. Alors je ne sais pas si c'était. Je vais te passer la main si. En tout cas, si c'est par rapport au silence, moi c'est ce que je disais, qui ne dit mot consent, totalement faux. Quelqu'un peut être en sidération en fait face à une blague totalement déplacée. Elle ne dit rien. Elle peut être en sidération, être totalement choquée. Donc clairement. Exactement comme le dit Mathilde, pour montrer son refus, un silence suffit. Voilà, c'est vraiment à retenir. Et je te repasse la main, Mathieu, sur le comment agir.
Oui, nous allons terminer sur 3 slides ou 2 slides, je ne sais plus exactement, quelques slides, mais c'est bien, on arrive à la fin de cette présentation. Comment agir? Alors, d'une part, en fait, on a voulu vraiment dissocier l'employeur des victimes et des témoins, parce que l'employeur, il a une obligation d'agir. C'est-à-dire qu'il doit prendre les mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Et il doit prendre toutes les dispositions pour prévenir l'effet de harcèlement sexuel et d'y mettre un terme et de les sanctionner. Ça, c'est dans les articles du Code du travail. Donc, ça veut dire que l'employeur a des obligations par rapport à ce type d'agissement. Comment agir pour lui? Déjà, il doit, dans un premier temps, prévenir. Et dans la prévention, nous, on met différentes catégories, mais pour faire simple, déjà, la base, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est identifier. Et donc, pour identifier, il faut intégrer ces risques, ces situations à risque, dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. On l'appelle le DU, on l'appelle le DUERP, mais ça, c'est un document qui est obligatoire. Le DU est un document obligatoire. Si vous ne l'avez pas, faites appel à nous, on pourra éventuellement vous accompagner dans la démarche de la réalisation. Et on vous incitera à intégrer cette notion de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Donc, il faut intégrer ces notions dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels et dans votre plan de prévention. Mais ce que vous pouvez faire aussi, toujours en prévention primaire, c'est de mettre en place des mesures organisationnelles. Là, il y a différentes choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans des environnements, dans des espaces de travail où il y a peu de mixité, eh bien, ces situations-là, c'est ce qui peut amener des comportements déviants, de l'agissement sexiste notamment. C'est vrai qu'un milieu où il y a beaucoup d'hommes, on va plus facilement entrer dans des blagues sexistes, plus facilement dans ce type on va rentrer facilement dans ce type de dérive. Aussi, pensez à votre politique égalité professionnelle. Si vous la mettez en place, prenez en compte ces considérations-là et faites quelque chose de spécifiquement en lien avec le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste. Sachez également que vous avez des informations obligatoires à afficher par tout moyen, que ce soit dans le règlement intérieur, l'affichage obligatoire, l'intranet, le courriel, etc. Vous devez indiquer par tout moyen la loi concernant le harcèlement sexuel, l'article concernant le harcèlement sexuel, mais également le harcèlement moral. Donc ça, c'est une obligation d'affichage. Vous devez le faire. En complément, et ça c'est important, aujourd'hui on l'a fait avec vous, mais on peut le faire avec les différents collaborateurs d'une entreprise, c'est de vous sensibiliser, de former ses salariés, ses encadrants, le CSE, etc., pour mettre en place une première prise de conscience, parce que c'est des choses que nous ne se rend pas forcément compte. Hein. Le sexisme peut être, involontaire. On peut faire des blagues sexistes sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc sensibiliser, c'est déjà d'avoir une première prise de conscience. Sachez également qu'on doit, alors pas systématiquement, mais qu'il y a des référents harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est obligatoire pour une entreprise de plus de 250 salariés. Et on intègre aussi un référent lorsqu'il y a un CSE. Donc dès qu'il y a un CSE, il y a un référent. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Et d'ailleurs, ces missions, elles vont être sur les 3 niveaux de prévention. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander de faire de l'alerte. Vous pouvez demander d'alerter. Vous pouvez demander de faire de l'information, de la sensibilisation. Vous pouvez aussi orienter les salariés. Vous pouvez dire, quand vous voyez une personne qui vient quand une personne vient vous voir en tant que référent, vous l'orientez vers l'inspection du travail, vous l'orientez vers notre service de santé au travail ou vers le défenseur des droits, etc. Et donc, élaborer des procédures de signalement, c'est quelque chose qui peut être fait par le référent et même les enquêtes. Donc ça, le référent, il est important de l'avoir. Si vous avez un CSE, sachez que c'est obligatoire. Et si vous êtes plus de 250 salariés, aussi. Il faut aussi bien communiquer sur les interlocuteurs internes et externes. L'employeur se doit d'informer une victime, qui la victime peut interpeller. Est-ce que c'est le RH? Est-ce que c'est le référent? Est-ce que c'est le CSE? Est-ce que c'est le médecin du travail? Est-ce que En tout cas, il faut qu'il ait bien connaissance de qui il peut interpeller si la personne en a besoin. Ensuite, l'employeur doit réagir. Donc, pour ça, il doit faciliter le signalement. Pour cela, communiquer sur qui vous pouvez compter pour faire ce signalement. Quand il y a un signalement, vous devez bien le réceptionner et analyser la situation. Ça, c'est une obligation. Vous devez réaliser une enquête en cas de suspicion de harcèlement sexuel. Et cette enquête, elle est obligatoire si c'est mobilisé par un CSE
et elle est quand même vivement recommandée si c'est un autre canal qui vient vous voir. Et à la fin, il doit y avoir un rapport d'enquête. À la fin, pour l'employeur, il doit sanctionner. Il doit sanctionner. Alors, il y a deux solutions, enfin, il y a deux possibilités dans ce cas de figure-là. Soit on conclut qu'il y a du harcèlement sexuel, et donc là, il y a une sanction qui doit être mise en place et qui doit être proportionnée par rapport à la faute commise. Et en plus, on doit accompagner la victime, c'est évident. Par contre, si le rapport dit non, on n'a pas de harcèlement sexuel dans cette situation-là, il ne faut pas sanctionner l'auteur du signalement et essayer de maintenir autant que possible les relations de travail. Enfin, et plus rapidement, quand vous êtes victime ou témoin, il y a aussi des choses à mettre en place. Quand vous êtes témoin, vous pouvez réagir immédiatement en dénonçant le comportement inapproprié. Ce qui est difficile quand il y a un témoin, la personne qui est victime du harcèlement ou de l'agissement sexiste, c'est qu'elle se sente un petit peu délaissée. Mais être passif, ça peut parfois être involontaire, c'est-à-dire qu'on est parfois peut-être sidéré, on est aussi peut-être inquiet par rapport à l'avis que l'on va avoir sur lui. On peut être aussi se dire, tiens, si je me manifeste, je suis en période d'essai, on va mettre fin à ma période d'essai, etc. Enfin, il y a différentes raisons pour ne pas réagir. Pourtant, ce qui est vraiment, nous, on vous invite, il faut réagir. On ne peut pas laisser passer des comportements inappropriés de ce type. Donc, on vous invite à réagir. Et j'ai vu dans le chat Mathilde parler d'assertion, et c'est vrai que c'est souvent assez subtil l'assertion, mais c'est de se dire ce que tu as fait, moi, je le vis mal. Ça me met mal à l'aise. Vous voyez, plutôt que de dire, mais t'es un fou, qu'est-ce que tu viens de faire, etc. Enfin, l'agressivité va peut-être pas avoir le même impact que l'assertion. Être un peu plus dans l'assertivité, pardon. L'assertivité, pardon. L'assertivité. L'assertivité, c'est vraiment ça. C'est ce que tu dis là, moi, ça me met mal à l'aise. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment parler à votre personne, tu m'as mis mal à l'aise, parler de son ressenti et de se dire l'assertivité, c'est vraiment parler de son ressenti. Un ressenti, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question. Par exemple, des collègues qui font des blagues comme ça à caractère sexuel alors que vous les entendez, allez les voir et dire moi ça me met mal à l'aise. La personne ne peut pas vous dire oh c'est bon, c'est que des blagues. Ok, moi ça me met mal à l'aise. Donc vraiment parler de vous, parler de votre ressenti. Ça c'est la meilleure manière finalement d'aborder les choses. Parce qu'effectivement, vous arrivez dans le groupe en disant mais ça va pas, je vais vous dénoncer, etc. On est dans la menace, on est dans l'agression. On vous invite plutôt à ouvrir le dialogue, ce que je disais aussi dans le chat. Quelqu'un qui demandait on n'a pas de CSE, on n'a pas de référent ni CSE ni direction. Allez voir vos directions, ouvrez le dialogue. On vous invite aussi à proposer à vos directions ce type de sensibilisation qu'on peut être amené à faire directement chez vous, en entreprise, en présentiel ou sous format de webinaire, où justement, c'est très bien parce que ça ouvre le dialogue et les questionnements. Excuse-moi, je te repasse la main, Mathieu. En tout cas, ce qui est important, que l'on soit témoin ou victime, c'est réagir. On vous invite vraiment à réagir. Après, quand on est témoin, c'est surtout aussi à aller proposer après une aide à la victime et la soutenir, parce que c'est quelque chose qu'elle a certainement très mal vécu. Et bien évidemment, après, on alerte la hiérarchie. Si on est victime, bien évidemment, on réagit dès les premiers faits. Il faut stopper tout de suite dès que l'on voit que des dérives apparaissent. Le signaler à son employeur, se faire accompagner et faire valoir ses droits et sa protection. Donc, c'est vraiment, tout le monde doit agir par rapport à ces situations-là. Donc, chacun a son rôle là-dedans. On a terminé, on a été plus long que prévu, vous voyez, finalement. Donc là, on est à votre disposition. Si vous avez des questions, on a beaucoup de questions en tout cas. Merci. Mais en tout cas, merci de votre participation. Pour nous, c'est une première. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là. Donc, j'espère que ça a été clair. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques si vous en avez, parce que c'est toujours enrichissant pour nous également.